Attention, attention, le podcast des Petites Frousses, il contient des propos qui ne conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion. Bienvenue, les amis, au podcast Les Petites Frousses, où on parle de morts insolites et de phénomènes inexpliqués. Bonjour! Bonjour. On est la troupe habituelle, pas la troupe, mais la troupe, Pas le troupe, non. pas le troupe. Félix, Catherine et moi, Joanie. Aujourd'hui, c'est moi qui vous présente un cas. C'est particulier comme histoire, OK? C'est une histoire où le paranormal sert de prétexte pour commettre des gestes bien réels, mais aussi profondément immoraux et dérangeants. Ouh! Certains la décrivent comme une grande histoire d'amour et d'autres y voient une obsession morbide. Si vous pensez savoir de quoi il s'agit ou si vous en avez déjà entendu parler, sachez que plusieurs faits troublants ont été écartés de la version populaire. Puis là, moi, je vais me charger de tout révéler les détails que j'ai pu trouver. Il n'y a aucun détail que je vais négliger. Si vous en avez jamais entendu parler, c'est impossible que vous savez où ça va mener. OK? Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Maria Elena de Hoyos et de Karl Tenzler. Ben oui, on sait c'est quoi. C'est quoi? C'est cool. Je savais que tu allais faire ça. J'étais comme Félix. Je vous conseille fortement aussi de vous référer aux mises en garde qui sont dans la description de l'épisode. D'habitude, je l'ai dit quand il y en a, OK. mais je sais que les gens n'aiment pas ça qu'on spoil et si je le dis, ça va spoiler. Donc, je vous laisse la C'est bon. discrétion de choisir si vous voulez regarder ou pas ou si vous voulez Écoutez. rester dans le mystère. C'est sûr que je vais faire quand même un petit avertissement qu'il va y avoir des passages un peu plus dark. Puis aussi, pour vous aviser, c'est un slow burn, OK? C'est que ça va partir doucement. Puis à un moment donné, ben, vous allez vous arracher les cheveux. OK. Donc, avant de commencer, on va se lire un petit avis Apple Podcast Oh yeah! de Miss Catherine. Fait que je vais vous lire le petit mot de Gab VDR. Merveilleux podcast. J'adore vous écouter. Sujet intéressant, bien expliqué, avec un peu d'humour, toujours bien dosé. Ça donne envie de jaser avec vous. Merci, merci, merci. Ben, merci, Ah. merci toi-même. Thank you, sweetheart. Ah, c'est fin, c'est fin. Merci beaucoup. Alors, on part avec notre histoire d'aujourd'hui. Puis, pour bien comprendre ce qui s'est produit, je vais commencer par vous parler de Karl Tenzler. C'est une vieille histoire aussi, là. OK. On recule dans le temps pas mal. George Karl Tenzler est né le 8 février 1877 à Dresden, en Allemagne. Il aurait grandi dans un manoir de campagne appelé la Villa Kossel. Selon Karl, ce manoir aurait été hanté par l'une de ses ancêtres, Anna Constantia von Brockdorff, surnommée la comtesse Kossel. La comtesse Kossel est morte en 1765 et elle aurait hanté le manoir depuis sa mort. La mère de Karl lui disait que la comtesse apparaissait parfois dans les couloirs du manoir. Selon Karl, la comtesse Kossel lui aurait transmis plusieurs messages au cours de sa vie et la première fois aurait été dans un rêve en 1889, quand Karl avait 12 ans. Pour le moment, c'est une histoire de fantôme. Ça part avec un fantôme. Donc, selon Karl, il dit que dans un rêve, il a vu une magnifique femme vêtue d'une robe blanche. Il connaissait pas cette femme, mais elle était si belle et l'image était si précise qu'à son réveil, Karl l'a dessinée. Pour lui, c'était pas un simple rêve, mais une vision. Karl était convaincu que cette vision, dans son sommeil, était un message de la comtesse Kossel. La prochaine manifestation a lieu des années plus tard, vers le début de sa vingtaine. Karl était chez lui dans une pièce du manoir qu'il appelait la salle verte. La pièce était divisée en 2 sections. À l'avant, il y avait un vaste espace de travail dans lequel se trouvaient des ouvrages scientifiques et du matériel de laboratoire. Karl utilisait cet endroit pour étudier et travailler sur ses recherches. Puis en passant ces recherches-là, on sait même pas si c'est vrai, là, toutes les affaires. Là, tu sais. Karl, il dit beaucoup de choses. C'est un scientifique. Il pense que c'est un scientifique. OK. C'est tout ce que je vais dire pour le moment. Dans l'autre section de la pièce, comme je disais, qui était séparée en 2, il y avait une chambre noire dans laquelle il développait des images radiographiques. Les 2 sections de la salle étaient séparées par un rideau. OK, c'est avancé, là, Bien. pour 1800. Mais là, il y avait comme 20 ans. Fait que c'est début des années 1900. Parce qu'il avait 12 ans en 1889. Je leur ai dit une dizaine d'années. Au début 1900, mais c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit, OK? Donc, un soir, vers 23 heures, Karl était en train d'étudier dans la salle verte. Il était concentré sur ce qu'il lisait quand, du coin de l'œil, il a vu un crayon se mettre à glisser lentement sur la table sur laquelle il était assis. Karl s'est tourné pour bien voir la scène, mais dès qu'il a posé son regard sur le crayon, il a arrêté de bouger. Dès l'instant où Karl a replongé dans sa lecture, le crayon s'est remis à glisser. Mais pas rouler, là. Glisser. Ah, OK, glissé, genre. Ouais, il se tasse, Au genre. lieu de genre. Ouais, au lieu de... Karl étant un homme de science comme il le prétend, il n'a pas paniqué. Il a plutôt décidé d'appliquer un principe de base en observation qui est de ne pas altérer les conditions.
En gros, c'est un raisonnement scientifique qui veut que lorsqu'un phénomène inhabituel ou inexpliqué se produit, on ne doit pas interférer pour pouvoir observer ce qui se passe de manière objective. Puis Carl, il n'a pas touché, il n'a pas essayé d'arrêter le crayon, il a simplement continué à travailler dans ses paperasses comme si de rien n'était pour voir si le phénomène se reproduirait. Carl raconte que c'est là que le phénomène aurait amplifié. Le crayon se serait soulevé dans les airs et aurait tourné sur lui-même avant de tomber par terre. Il a à peine eu le temps de réagir que la même chose s'est produite avec une boîte d'allumettes qui était posée sur la table. Puis ça a été les livres, le matériel scientifique, puis la table. La table se serait soulevée. Carl a eu peur que la table lui retombe dessus, fait qu'il s'est tassé presque jusqu'au rideau qui séparait les deux sections de la pièce. Il a raconté que le bas du rideau aurait alors pris feu. Les flammes seraient montées jusqu'au plafond et se seraient éteintes subitement. Selon Carl, il y avait une forte odeur de brûlé, mais aucune fumée. Puis il a entendu un gros bang dans la salle de musique qui était la pièce à côté de la salle verte. Carl s'y est rendu, puis en entrant, il a vu que des toiles qu'il avait faites étaient par terre et déchirées exactement au centre. C'était une toile en particulier qu'il avait fait. C'est un personnage biblique qui s'appelle Judith. Ce serait une jeune juive qui aurait sauvé son peuple en tuant un roi. C'était comme il a trouvé bien belle, apparemment. Carl a essayé de rationaliser tout ça en se disant que c'était probablement un cambrioleur qui était responsable de tout ce qui se passe dans la salle. Il a vérifié que toutes les fenêtres et toutes les portes étaient verrouillées, puis il a pris un revolver. Carl est ensuite retourné dans la salle verte où il a vu que toutes les chaises de la pièce bougeaient et se frappaient ensemble. OK, là, ça part en vrai, là. Carl a écrit un mémoire qui s'intitule « Les secrets du tombeau d'Helena ». Je le cite. « Je réalisais que face au surnaturel, je faisais plutôt figure de personnage ridicule, debout là, revolver à la main. Je remis donc l'arme dans le tiroir, désormais convaincu qu'il ne s'agissait pas d'un tour fabriqué par un être humain. » Carl aura ensuite crié « Si c'est l'esprit de la comtesse Cossel qui cause tout ça, qu'elle me réponde immédiatement. » Puis au même moment, une pompe de mercure se serait détachée du mur et se serait écrasée au sol à ses pieds. Carl se serait adressé à la comtesse une deuxième fois en disant « Quel est le but de toute cette destruction? Pourquoi ne pas me le dire de manière plus civilisée? » Puis tout s'est arrêté. Plus aucun mouvement dans la salle verte. Le lendemain, Carl en a parlé avec sa mère qui lui a confirmé que la salle verte était hantée depuis des décennies par la comtesse. Carl aura ensuite invité plusieurs docteurs et professeurs de la région. Mon œil, mais bon. L'un d'eux serait venu avec son épouse qui était médium et à peine entré dans la pièce, la salle verte, cette femme aurait été repoussée violemment par une force invisible. Les docteurs, les professeurs et la médium auraient quitté la maison par la suite. La nuit suivante, Carl s'est réveillé à 2 heures du matin. En ouvrant les yeux, il a vu une femme penchée au-dessus de lui qui le fixait. Elle avait de longs cheveux blancs et selon Carl, elle était le portrait craché de la comtesse Cossel. Carl a essayé de parler ou de bouger, mais il était incapable. Ça se ressemble à une paralysie du sommeil, vous me direz, puis je vous répondrai que oui. Ouais. Donc là, dans le livre, Carl dit que la comtesse lui aurait dit « J'essaie d'attirer ton attention depuis un bon moment, mon garçon, mais tu ne voulais rien entendre. Tu étais trop absorbé par tes expériences. C'est pourquoi j'ai dû user un peu de violence. Maintenant, écoute bien. Ne t'attache pas à la femme représentée dans le tableau de Judith. Ne te laisse pas prendre dans ses filets. Ce n'est pas elle qui t'est destinée. Regarde, Carl, je t'ai emmené celle qui sera un jour ton épouse. » La comtesse se serait alors tournée pour dévoiler la présence d'une autre femme qui se cachait derrière elle, comme si elle hésitait à se montrer. Carl raconte dans son mémoire « La comtesse se décala alors légèrement et attira sa compagne plus près de moi. Durant un très bref instant, le voile qui cachait le visage de la jeune femme se souleva. Hypnotisé, je vis, encadré de longs cheveux noirs, un visage de jeune fille d'une beauté indescriptible. Elle me sourit, un sourire merveilleux, presque irréel. Mais à cet instant précis, la comtesse retira sa main de mon bras qu'elle avait touché et l'apparition disparut aussi soudainement qu'elle était venue. Un sentiment de soulagement et de sérénité m'envahit. Je jetai un coup d'œil à l'horloge, il était 2 heures du matin. Puis je m'endormis paisiblement. La femme qui était cachée derrière la comtesse, celle qui portait un voile, une belle robe blanche, c'est la même femme qu'il aurait vue dans son rêve quand il avait 12 ans. OK. Donc lui, il voit que c'est les deux. Tout ça, c'est toute la comtesse Cossel qui passe un message. On comprend? C'est la petite beauté qu'il avait dessinée au début. C'est ça. Donc pour Carl, cette visite nocturne n'était pas un simple rêve, c'était une révélation. La femme que la comtesse lui avait montrée, cette femme qu'il ne connaissait pas était son âme sœur. Carl en était convaincu et il devait la trouver à tout prix. C'est ça, elle existe. Regarde. Ouais. Regarde. Pauvre lui. Il va pas bien. Il n'aura pas pitié de lui bien longtemps. Lorsque Carl était dans la trentaine, il aurait voyagé à Gênes, en Italie. Il aurait visité le cimetière monumental de Staglieno. Il n'était pas là pour visiter une tombe précise, il a juste décidé d'y aller. Pendant que Carl marchait dans le cimetière, il s'est arrêté devant une statue en marbre blanc représentant une jeune femme décédée. La statue avait été sculptée pour orner sa tombe. Carl a fixé la statue pendant quelques instants. Il reconnaissait le visage. C'était la femme que la comtesse lui avait présentée comme étant sa promise. Carl a été profondément ému par la ressemblance. En examinant de plus près, il a appris qu'il s'agissait d'une jeune femme décédée à l'âge de 22 ans et qu'elle s'appelait Helena. OK. Puis, le 2 mai 1910, Carl aurait eu une autre visite nocturne. Carl se serait réveillé en sursaut.
Il s'est mis à entendre des pas s'approcher de sa chambre et il était certain qu'il y avait un cambrioleur chez lui. Les pas se seraient arrêtés devant sa porte, puis a entendu une clé tourner dans la serrure et la porte s'est ouverte. Il a vu la silhouette d'une jeune femme. Son visage était couvert par un voile noir. Il pense que c'était encore la comtesse. Les voiles noirs, apparemment, c'était populaire aussi en ces années-là pour faire référence à la vieille sorcière, After Show, Patreon, qui est venue aussi me visiter dans mes rêves. Ou dans ma paralysie du sommeil. Chanceuse. Je l'ai... Le prochain incident se serait produit presque 2 ans plus tard, en mars 1912, quand Carl habitait en Australie. Il a beaucoup voyagé, notre Carl, OK? Là? Ouais, hein? Carl était installé à sa table pour le souper. Il a levé les yeux et a vu une femme sur le seuil de la porte. Elle avait de longs cheveux noirs et portait un voile blanc cette fois-ci. Malgré toutes ces visions, Carl serait retourné en Allemagne en 1920 et se serait marié avec une femme nommée Doris Schaefer. Ensemble, ils ont eu 2 filles, Ayesha, née en 1922, et Clarista, née en 1924. En février 1926, Carl a quitté l'Allemagne et sa famille par le fait même. Il a abandonné sa famille, dans le fond. OK. Il a embarqué dans un bateau qui l'a transporté jusqu'à Cuba. De là, il s'est dirigé vers la petite ville de Zephyr Hills, en Floride, où habitait sa sœur. Elle avait déjà quitté l'Allemagne. Fait que là, il était en Allemagne, il est allé Après à bateau Cuba, jusqu'à puis là, Cuba. il est allé en Floride. Il est monté Après. en Floride, c'est ça. Pas très loin. Hein. C'est quoi, une soixantaine de kilomètres en bateau? Je genre? pourrais pas C'est dire. vraiment proche, là. Ah, OK. Mais l'Allemagne de Cuba, c'est un peu plus loin, là. Oh oui. Ça, c'est sûr. Il y avait du cash, Il y avait l'air d'avoir du gros cash, Oui, le oui. petit Carl. Dans là. un manoir, il habitait. Ouais, ben c'est ce qu'il dit. C'est ça l'affaire. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit, Carl. C'est ce qu'il dit. On sait pas. Il y avait des affaires qui avaient été confirmées dans ses propos à Carl. Ok. Regarde. Puis finalement, même s'il a abandonné sa famille, ils ont fini par le rejoindre quelques temps après. Sa femme et ses filles. OK. En 1927, à l'âge de 49 ans, Carl abandonne sa famille une fois de plus puis il s'installe à Key West, toujours en Floride. Là-bas, Carl commence sa nouvelle vie en se trouvant un emploi de technicien en radiologie à l'hôpital maritime américain. Mais Carl ne s'est pas contenté de partir à zéro. Il s'est créé une nouvelle identité. Il se faisait désormais appeler Carl von Kossel, en honneur à la comtesse, son enceinte qui hantait supposément sa maison de jeunesse, le manoir. Il racontait à ses collègues être un médecin, un héros de guerre et un comte allemand. Bon. Ça Il invente dit- des histoires. Ah non, mais hein. attends, il en dit pire. Il disait aussi qu'il avait voyagé en Inde, en Australie, où il avait travaillé dans l'électricité. Il aurait aussi possédé une île dans l'océan Pacifique. Il aurait construit un avion capable de traverser les océans. Il aurait été emprisonné par les autorités britanniques pendant la Première Guerre mondiale avant d'être libéré à la fin du conflit. Puis les gens le croyaient. Les gens le croient encore aujourd'hui. Il faut savoir que la majeure partie des détails qu'on connaît sur Carl Tanzler proviennent de lui seulement, puis il est tout sauf un narrateur fiable. Oh. Tout ce qu'il a raconté sur son passé sont des inventions et des membres de sa famille élargie les ont presque toutes démenties. Oh, OK. Carl n'avait aucun diplôme en médecine ni aucune licence professionnelle, mais il avait quand même des bonnes connaissances dans le domaine. Pour ce qui est de la partie héros de guerre, c'est à débattre. Il n'y a aucune preuve officielle que Carl ait combattu avec bravoure ou reçu des décorations militaires légitimes. Pourtant, il avait bel et bien des médailles en sa possession, mais elles se sont avérées être fausses ou usurpées. Carl s'est bel et bien fait interner en Australie comme prisonnier de guerre durant la Première Guerre mondiale, mais pas parce qu'il combattait. Les autorités australiennes ont arrêté de nombreux Allemands parce qu'ils étaient considérés comme des ennemis étrangers. Après la guerre, Carl a été rapatrié en Allemagne. Il n'a pas choisi d'y retourner. Il a été renvoyé en Allemagne. OK. Maintenant, pour son rôle de noble comte, c'est faux. Les proches de Carl ont confirmé que la comtesse Kossel ne faisait même pas partie de leur famille, mais elle a vraiment existé. Fait que là, vous avez un peu une idée du personnage de Carl Tanzler, un gars qui raconte beaucoup d'histoires. Il a donc vécu des choses, il a donc vu des choses, il est donc humble et noble et tout ça. Un là. petit mythomane, quoi. Limite, ouais. Mais en même temps, il prend des faits de sa vie, puis il les extrapole au maximum. Parce que beaucoup de gens encore pensent que c'était un docteur. Il agissait comme un docteur, Mhm. mais c'était un technicien en radiologie seulement. Ouais, puis encore là, il devait même pas avoir de formation, là. Peut-être qu'il a poussé dans le manoir dans la salle verte C'est ça, en ouais. lisant des livres. C'était quoi les qualificatifs à ce moment-là? C'est quoi que tu avais besoin ça, pour. je En tout cas. Mais il travaillait pour vrai là-dedans, OK. à ce moment-là, à Key West, en Floride. Donc, le 22 avril 1930, Carl était au travail lorsqu'il a reçu un appel comme quoi il devait effectuer une prise de sang sur, je cite comment il a dit dans le livre, une jeune señorita. Oh. Carl s'est rendu à la clinique externe. Sans trop porter attention, il s'est agenouillé devant la patiente pour lui faire une prise de sang. Il l'avait à peine regardée. La patiente a sursauté quand l'aiguille a percé sa peau. Carl s'est excusé de lui avoir fait mal et il a levé la tête. Et c'est là qu'il a vu que la femme qui était devant lui était la femme qu'il avait vue dans une vision 40 ans plus tôt. Son âme sœur, Bon. la femme que la comtesse lui avait promise, c'était elle qui se tenait devant lui. C'est la señorita. La señorita. Carl a ensuite appris que la femme se nommait Maria Elena Milagro de Hoyos. Oh. Fait que c'est le même nom qu'il Mhm. dit qu'il a vu sur la tombe, sur la statue en Italie. Fait que lui, très bien raide. Une autre preuve que cette femme était la première, c'était le nom qu'il avait vu au cimetière.
C'est ça. Que pour lui, c'était comme, voilà. Mais c'est ça le truc qui me bug. Il pensait pas que la femme morte, c'est sa promise. C'est qu'elle était pareille que ce qu'il avait vu dans ses rêves. Puis en les amenant, il a vu Elena. Fait que là, un coup qui a à voix devant lui, puis qu'elle s'appelle Elena. Mais elle est comme, là, t'es en chair et en os. C'est toi, c'est sûr, c'est elle, ma promise, là, c'est elle. Promise. Sa promise. J'aime pas le mot. Mais moi non plus, j'aime pas ça. Puis tu sais, dans son livre que j'ai lu, là, tout le long, il l'appelle Ma Elena, là. Ma Elena, ma ci, ma ça. C'est sa possession, là, cette femme-là. C'est ça. Le seul problème, c'est qu'Elena était gravement malade. Elle souffrait de la tuberculose. Ouf. Une maladie souvent mortelle dans les années 30 parce qu'il n'existait aucun traitement efficace. C'est seulement dans les années 1940 qu'un premier traitement contre la tuberculose a été découvert. Au début du 20e siècle, la tuberculose tuait environ 110 000 Américains par année. C'était la cause principale de mortalité à Key West où habitaient Carl et Elena. Puis c'est super contagieux, la tuberculose. Super contagieux. Tu sais, à cette époque-là, il n'y avait pas aussi les normes sanitaires qu'on a aujourd'hui. Là. Tu sais, il n'y avait pas d'isolement, il n'y avait pas tu restes à la maison. Les normes de propreté aussi, c'était pas les mêmes. Là. Tu sais, il n'y avait pas Purel. Ben c'est ça, je à me dis, là. Mais Carl était convaincu qu'Elena était son âme sœur puis était prêt à tout pour la sauver. C'est donc devenu sa mission. La famille d'Elena n'avait pas beaucoup d'argent, fait qu'ils ont accepté l'aide de Carl sans trop poser de questions. Carl, qui n'est pas médecin, a soumis Elena à une série de tests et s'est même imposé chez elle pour lui administrer des traitements expérimentaux. Pendant plusieurs semaines, Carl utilisait des rayons X de manière répétée et branchait des électrodes à son corps reliés à des transformateurs sur le corps d'Elena. Oh my God! Ça lui donnait des chocs électriques, fait que c'est pas une partie de plaisir. Ces traitements-là n'étaient pas non plus reconnus comme étant des traitements efficaces contre la tuberculose. Au fil des semaines, Carl a appris à connaître Elena. Elle était née le 31 juillet 1909 en Floride. Elle avait 21 ans quand Carl l'a rencontrée, puis lui avait 53 ans. Ouf. Ouais. Le père d'Elena s'appelait Francisco Hoyos et sa mère Aurora Milagro. Il avait immigré de Cuba et son père travaillait dans une usine de tabac. Elena était une catholique dévouée. Elle dansait et elle chantait. Ça a l'air que sa voix était si belle, puis elle aussi tellement belle que les touristes la reconnaissaient dans la rue pour lui demander de prendre des photos avec elle. Elle était vraiment... Ouais, les gens... J'ai pas vu de photos de ça, par exemple, mais apparemment que les gens la reconnaissaient par sa voix. C'était le hot babe du moment. Ouais, c'est la hot babe de Key West, là. OK. À son grand désespoir, par contre, Carl a appris qu'Elena était mariée depuis qu'elle avait 16 ans à un homme qui s'appelait Luis Meza. Mais le couple était séparé. Luis avait abandonné Elena pour partir vivre à Miami après qu'elle avait fait une fausse couche. Les symptômes de tuberculose s'étaient manifestés avant la séparation, mais ça s'est vraiment empiré après. Ses parents ont cru que c'était dû au choc émotionnel puis que ça passerait. Ils ont finalement accompagné Elena à l'hôpital maritime américain où Carl travaillait. Donc, Carl s'est mis à visiter la maison de la famille presque tous les soirs. Il s'est mis à voler de l'équipement médical à son travail pour l'apporter chez Elena, puis pour l'utiliser sur elle. S'il devait acheter de l'équipement ou le construire lui-même, il le faisait. Carl ne se souciait pas des coûts et ne prenait pas en compte les règles de l'hôpital. Il était prêt à tout pour Elena. Il lui a amené des fruits, du vin médicinal qui lui avait été conseillé par un prêtre pour essayer de renforcer son système. Il lui administrait aussi des toniques médicinaux de sa propre fabrication. C'est lui qui les faisait, mais personne ne savait ce qu'ils contenaient. Tout ce qu'on sait, c'est que le liquide était doré. D'après Carl, la condition d'Elena s'améliorait, mais elle était loin d'être guérie. Les parents d'Elena ont décidé de cesser les traitements parce que, premièrement, Carl n'était pas médecin, puis sa présence devenait de plus en plus envahissante. Oh! Les parents d'Elena auraient même dit à Carl que, selon eux, la continuation des traitements est un prétexte pour passer le plus de temps possible avec Elena. La réaction de Carl a été de demander Elena en mariage. OK. Fait qu'ils se sont pas trompés, là. Ça s'en est too much. Ouais. Passe pas par quatre chemins non plus, là. Non, mais ça l'a pas freiné parce qu'il a demandé en mariage. C'est ça. Mais là, Carl, il dit qu'Elena n'a pas pu dire oui parce que la mère d'Elena serait intervenue puis aurait refusé en disant que si sa fille se remarierait un jour, ce serait avec un Cubain. Carl n'a pas accepté cette réponse. Il a continué de visiter Elena. Il lui a offert plein de cadeaux, comme une console radio, un pendentif en cristal, des boucles d'oreilles, un collier de perles, une chaîne en or. Il flambait son cash sur elle. Mais là, moi, j'ai une grosse question. Elena, elle l'aimait-tu? Non. Pas Non, du tout. Pas du tout? Pas du tout. Parce Il y a que des gens qui vont immiscer que peut-être, mais non, zéro même barre. OK. Parce qu'au début, j'étais comme, OK, la mère, l'affaire du Cubain, c'est peut-être juste une excuse, là. Mais je trouvais que c'était wack. Elle laisse sa fille choisir, là. Si elle l'aimait, c'était le que tel. Mais c'est ça que Carl dit. Elle lui disait non. Elle était mourante, là. Laisse-moi Elle était tranquille. malade, elle était alitée, là. Elle veut rien savoir de toi, monsieur Carl, de 53 ans, là. J'ai 22 ans, je peux-tu juste survivre, puis tu Ouais, regardes, c'est pas ça. tranquille. Mais il était très insistant. À un moment donné, il voulait, Carl, qu'elle vienne à l'hôpital, mais elle refusait d'y aller. Et il comprenait pas pourquoi. Elle voulait plus le voir. Elle en a plein de cul, comme on Elle dit. était tannée. Puis elle donnait plusieurs excuses, comme une fois, elle a dit que son père avait plus de voiture. Fait que Carl a dit, je vais payer pour le taxi.
Oh, Elle a répondu, je fais pas confiance au chauffeur de taxi. La voiture de Carl avait été volée, fait qu'il pouvait pas aller lui-même, fait qu'il a emprunté la voiture de quelqu'un, puis s'est rendu chez Elena, mais elle a refusé de sortir de la maison. Il comprend pas le message. C'est un harceleur, là. Ouais. Quelques semaines plus tard, Carl s'est à nouveau invité chez la famille de Elena et il a vu qu'Elena, son état s'était vraiment détérioré. La mère d'Elena a avoué qu'il voyait un vrai docteur, qui lui donnait des injections à Elena. Carl était foudrage. Dans son mémoire, il a écrit, je cite, « C'était une bonne enfant, ma Elena. Trop bonne, en vérité, pour ces gens bien intentionnés mais ignorants qui s'accrochaient encore à ces vieilles superstitions de « plus il y a de médicaments, mieux c'est » ou « si un médecin ne peut rien faire, un autre y parviendra ». Carl n'est pas médecin. C'est pas un médecin. Mais il a quand même contacté le docteur, le nouveau docteur que la famille d'Elena voyait puis qui donnait les injections, puis il a convaincu ce médecin-là de tout arrêter les traitements. Oh my God. Carl a voulu profiter de cette opportunité pour recommencer ses traitements expérimentaux sur Elena. Pauvre famille qui vit avec Ouais, l'harceleur. le Déjà gars, que... Mais t'as pas d'argent, t'as comme pas le choix, ta fille est malade, tu veux s'aider parce qu'il veut aider, mais en même temps, ça marche pas. Du Mais c'est jus aussi l'époque de où tu sais, pissenlit. les médecins, c'était comme des divinités. Là. Tu leur faisais Ouais. donc confiance. J'ai l'impression que ça aussi, ça a le jeu. Mais quand il s'est rendu chez la famille Hoyos pour installer l'équipement à ses frais, ils l'ont pas laissé entrer. Carl était dévasté de voir que la famille d'Elena les empêchait de vivre leur amour qu'ils s'étaient imaginé. Mais comme je disais tantôt, Elena partageait pas les sentiments de Carl. Elle voulait rien savoir de lui. Puis Carl était complètement aveuglé par ses visions obsessives pour comprendre. Même après qu'elle ait refusé à plusieurs reprises ses demandes en mariage. Elena aurait même dit à Carl qu'il était trop vieux pour elle puis qu'elle était même pas encore légalement divorcée. La sœur d'Elena, Florinda, a déclaré dans une entrevue dans le journal Miami Herald, je suis pas capable de bien le dire, fait que je m'excuse, mais elle a dit « Elena n'a jamais aimé Carl. Elle était seulement gentille avec lui parce que notre mère lui avait dit qu'il fallait être poli envers les gens qui sont bons avec nous. Elle voyait Cossel, son nom de noble, qui est Carl dans le fond, comme un grand-père. Et chaque fois qu'il lui demandait de l'épouser, elle lui disait toujours « Tu es trop vieux, tu pourrais être mon grand-père. Et puis, Ouf. je ne t'aime pas. » Il est devenu tellement insistant qu'on lui a demandé de ne plus venir à la maison. Ah. Fait que là, il a arrêté d'aller chez eux. Mais pendant les mois suivants, Carl a continué de lui envoyer des cadeaux, comme un kimono en soie à Noël. Il écrivait aussi des lettres interminables à Elena dans lesquelles il entremêlait les conseils médicaux et les déclarations d'amour. Fait que je vais vous lire un passage. Oh mon Dieu. Ma chérie, si tu as encore un peu de force ou de volonté, je t'en supplie, utilise-la dans le bon sens. Concentre-toi entièrement sur ta santé. Viens recevoir tes traitements avant qu'il ne soit trop tard. Laisse-moi te revoir, Elena, je t'en supplie. Tu m'as souvent dit que j'étais trop vieux pour toi, mais écoute-moi, ma chérie. Je ne compte pas mes années, pas plus que je compte les tiennes. Même si tu étais une momie vieille de 5000 ans, je t'épouserais quand même, je le jure. Ce n'est pas par égoïsme que je veux ce mariage, mais parce que je peux t'apporter bien plus qu'un garçon de ton âge. Ma science, mon expérience, ma capacité à te sauver la vie et par-dessus tout, mon amour éternel. Tu veux guérir, n'est-ce pas? Tu veux découvrir le monde. Tu ne peux pas imaginer que cette petite ville de Key West est tout ce qu'il y a à voir ou que la vie que tu mènes en ce moment est celle que ta vie pourrait être. Oh ma chérie, je t'emmènerai sur mon île du Pacifique ou dans les grandes villes d'Europe, ou partout où tu voudras aller. Mais viens, reviens et laisse-moi prendre soin de toi une fois encore. Fait que c'est assez intense à ce moment-là, mais Elena, elle répondait jamais à ses lettres. Sauf les premières fois qu'il faisait des soins, Elena, entre guillemets. Dans les tout débuts, Elena signait toujours les lettres par « ton amie Elena ». Puis là, il continuait d'écrire même si ça répondait pas. Mhm. Il lui racontait ses rêves. Puis à un moment donné, il y a un rêve en question qu'il raconte dans le livre. Je vais vous lire carrément comment il l'a écrit dans le livre. Un jour, je la vis en rêve, très pâle, vêtue de chiffon, marchant seule derrière une haute grille de fer, semblable à celle d'un pénitencier. Elle tendait les bras vers moi, comme pour m'enlacer. Il me semblait que je pourrais goûter un baiser de ses lèvres. Puis, elle se mit à courir, me suivant sans relâche. Cela me parut durer une éternité, jusqu'à ce que nous arrivions à un endroit où il manquait une barre dans la clôture. C'est là qu'elle est sortie pour se jeter dans mes bras et m'embrasser. Quand Carl a écrit une lettre à Elena pour raconter ce rêve exact-là, Elena a répondu à Carl en demandant à sa sœur d'aller voir Carl à l'hôpital pour lui dire d'arrêter de rêver. OK. C'est assez clair. Mais Carl n'a pas compris le message. Ouf. Il s'est rendu à la maison de la famille Hoyos, puis il a vu que la maison était vide parce qu'il avait déménagé. Oh, oh, oh. Carl s'est mis à cogner aux portes des maisons voisines pour leur demander où est-ce qu'était la famille Hoyos. Ah oui, hein? Et les voisins ont confirmé que oui, il avait déménagé, mais personne ne voulait lui dire où il était parti. C'était inconcevable pour Carl qu'il ne revoie plus jamais Elena. Fait que soir après soir, il a erré dans les rues de Key West en se concentrant dans les quartiers pauvres, convaincu que c'était là qu'il y avait plus de chances de retrouver Elena.
Il faisait pas juste se promener, il allait jusqu'à coller son visage contre des fenêtres de la maison pour essayer de voir à travers les rideaux en espérant voir sa Elena. Carl a raconté que durant l'une de ses balades, il a croisé par pur hasard une femme qui disait faire partie de la famille Hoyos. Il nomme même pas par nom c'est qui cette femme-là dans la famille, mais selon lui, la femme lui aurait dit quelque chose du genre « Elena est très malade. Elle ne quitte plus son lit. Ses parents ne veulent pas que tu y ailles, mais seul toi peux la sauver. » Mais la vérité, c'est qu'il a juste posé la bonne question au bon voisin. Il n'a jamais rencontré une vieille tante par hasard dans une rue. Là. Il s'est encore inventé des histoires dans C'est le ça. temps. Il invente pour justifier ses actions qu'il va commettre. Sans la moindre hésitation, Carl s'est précipité vers la maison qui lui avait été indiquée. Il est dans le livre, il dit que s'il avait fallu qu'il force la porte, il l'aurait fait. Que si quelqu'un avait tenté de l'arrêter, il était prêt à utiliser la violence. Mais heureusement, ça s'est pas rendu là. Les parents d'Elena ont fini par le laisser entrer. Carl a aussitôt repris ses traitements de rayon X. Il a même fait des transfusions sanguines avec son propre sang. Ben voyons donc! Ouais, il est téméraire. Dans les jours suivants, il a acheté un nouveau lit à Elena avec des draps, des coussins en soie, mais rien de ce que Carl faisait fonctionnait. L'état d'Elena a continué de se détériorer au point où elle n'était même plus capable de parler. Le 25 octobre 1931, Elena a succombé à la tuberculose. Elle venait tout juste d'avoir 22 ans. Sa famille était anéantie, mais Carl agissait comme si sa perte surpassait la leur. Il n'avait pas seulement perdu une patiente, il avait perdu la femme qui lui était destinée, celui qui s'était promis de sauver à tout prix. Après avoir appris la nouvelle, Carl s'est présenté chez la famille pour voir Elena une dernière fois. C'est lui qui a signé le certificat du décès puis aurait inscrit, je cite, « mort à la suite d'une série de convulsions violentes cliniquement associées à une épilepsie dormante ». Fait que ça, c'est comme... c'est pas le cas, puis il a pas le droit de signer ça. Ensuite, Carl a dit à Aurora et Francisco, les parents d'Elena, qui s'occupaient de tout. Les funérailles, les fleurs, le cercueil et même la construction d'un mausolée en son honneur. Il aurait même dit à Francisco, « Je m'occupe de tous les arrangements selon ma volonté et celle de la défunte. » Et jusqu'au cas où quelqu'un ne saurait pas, un mausolée, c'est genre un espèce de petit monument funéraire qui sert à abriter le cercueil d'une personne décédée. Il y a ça dans les cimetières généralement, c'est quand même petit, là. La raison pour laquelle Carl voulait faire construire un mausolée, c'est qu'il espérait que le corps d'Elena ne se décompose pas. Il a dit à la mère d'Elena, je cite, « Je ne laisserai pas son corps se décomposer. Et si Elena perd ses cheveux dans la tombe, je lui achèterai de nouveau et je les remettrai sur sa tête. » Hey! What? Les funérailles d'Elena se sont déroulées à la maison des Hoyos le 26 octobre 1931, le lendemain de son décès. C'est à l'époque où les funérailles se passaient à la maison. Par après, Elena a été enterrée au cimetière de Key West en attendant que le mausolée soit construit. Carl a acheté les terrains autour d'où Elena serait enterrée, dans le but que seul lui pouvait décider qui serait enterré autour d'elle un jour, même s'il construisait le mausolée. Il est obsessif puis il y a de l'argent. Moi, il y a de l'argent, Ouais. c'est Mais ça. d'où sort ce cash? C'est vague son affaire d'argent. C'est toute sa famille. Ouais. Lui, il dit que c'est à cause de l'armée. Il a l'air d'être à l'aise avec voler des équipements médicaux. Fait que je me Ouais. dis, tu sais. Ça se pourrait que l'argent vienne pas d'une place très propre. Ouais, mais à un moment donné, il parle qu'il a pris des affaires à crédit. En tout cas, c'est. Fait que peut-être qu'il s'endette à Ça se pourrait très bien. Là. Après le décès d'Elena, ses parents avaient l'intention de déménager. Ils voulaient pas rester dans la même maison dans laquelle leur fille était décédée. Quand Carl a su ça, il a encore une fois pété sa coche. Puis il leur aurait dit, écoutez-moi bien, si vous déménagez, je vais louer cette maison pour moi ou je vais l'acheter. D'ailleurs, je vous préviens, les meubles, les objets et les bijoux que j'ai offerts à Elena ont été achetés à crédit. Si vous voulez les garder, je vais en informer la compagnie, comme le stipule le contrat, et vous devrez payer le solde restant. Peu importe que vous partez ou demeurez, je vais vivre dans la chambre d'Elena, celle où elle a vécu et où elle est morte, car c'est là que je ressens sa présence. Ouf. Carl a tellement insisté que les parents d'Elena ont fini par accepter en échange d'une pension. Ils payaient 20 $ US par mois, ce qui équivaut aujourd'hui à 493 Canadiens ou 321 € aujourd'hui. Fait qu'un grosse pension. Carl pour dormir dans la chambre où sa promise, qui elle ne l'aimait pas, pour pouvoir dormir dans son lit. C'est n'importe quoi. Les parents doivent être tellement découragés. En même temps, Est-ce qu'ils ont crime, déménagé, eux autres, dans le fond, ou ils ont ils resté? sont restés. Mais tu sais, en même temps, c'est parce que t'as pas d'argent, ils acceptent de payer pour des belles funérailles, un mausolée. Là, ils payent pour une pension, c'est sûrement ce qu'ils gagnaient. Là, Il doit y t'sais. avoir un peu de la manipulation psychologique Oui. en masse là-dedans. Puis ils sont endeuillés, puis Ouais. c'est vraiment pas une situation correcte, mais il savait même pas qu'il était marié, lui aussi. Là. T'es pas plus divorcé, lui, là. Oui, c'est vrai. Il a c'est sa vrai. femme, puis il a ses enfants, C'est là, qui sont dans le clair. même état, là, fait que, ils ne s'en vantent pas, là. Puis de ce que j'ai lu dans plusieurs articles, Carl aurait fait écrire sur le mausolée. Il n'aurait pas fait écrire le nom d'Elena, dans le fond. Il aurait fait écrire C.T.D. Cossel, ce qui signifie Comtesse Damsel Cossel, qui est aucune mention du véritable nom d'Elena sur sa tombe, ouais.
Puis, Comtesse Damsel Cossel, c'est un titre qui veut rien dire, mais c'était une manière pour Carl de renforcer l'illusion d'union avec Helena. Fait que finalement, quelques semaines plus tard, le mausolée est enfin prêt à accueillir Helena. Dans son mémoire, Carl raconte avoir fait affaire avec des gens pour la construction et plus tard, il dit qu'il l'a construit de ses propres mains. Fait que dans le même livre, là, dans son livre là, qu'il a écrit. Là. Fait que c'est quoi la vraie version, on ne sait pas, mais on s'en doute. Le cercueil d'Helena a été déterré, puis Carl a été choqué de voir que la pluie avait atteint le cercueil. Carl a fini par acheter un nouveau cercueil qui, lui, serait dans le mausolée. Il était plus solide, puis c'était comme une espèce d'incubateur. De ce que je comprends. Il y avait des tuyaux, il n'y a pas de photos, mais tu sais... Quand il a fini par ouvrir le cercueil dans lequel Helena avait été enterrée, il a constaté que la décomposition avait commencé et que ça empestait. Puis selon lui, ça sentait le cadavre, oui, mais il a précisé que c'était pas Helena qui sentait mauvais, mais le cercueil. Donc, Carl a soigneusement nettoyé le corps d'Helena, puis il a étendu du formol sur son corps au complet. Puis pour ceux qui ne savent pas, le formol, c'est une solution qui agit comme agent de conservation et c'est aussi un désinfectant. Il est principalement utilisé pour les embaumements parce que ça aide à conserver les tissus biologiques et ça tue les bactéries. En gros, ça ralentit un peu la décomposition. Il a nettoyé un corps déjà en décomposition. Là. Oui. Ça me fascine. Oui. Ensuite, il a installé le corps d'Helena dans le nouveau cercueil, puis il a installé le nouveau cercueil dans le mausolée. Chaque soir, après le coucher du soleil, Carl se rendait au mausolée qu'il appelait affectueusement la petite maison. Pendant des mois, Carl s'installait sur une petite chaise près du cercueil en métal pour veiller sur Helena. J'ai lu aussi mais ça, je sais pas si c'est vrai, mais il aurait fait installer un téléphone à l'intérieur du mausolée, comme ça, il pouvait lui parler à distance quand lui pouvait pas être là. Voyons donc. Presque 2 ans après la mort d'Helena, Carl a perdu son emploi puis a arrêté de visiter le mausolée. Le 28 septembre 1940, 9 ans après la mort d'Helena, Carl a reçu un appel de Mario, le mari de la sœur d'Helena, qui lui a expliqué qu'il y avait eu du vandalisme au cimetière Key West et qu'il voulait vérifier que tout était correct dans le mausolée. La famille Oyos n'avait pas le choix de passer par Carl pour avoir accès au mausolée parce que c'est le seul à avoir la clé. Carl s'est rendu au cimetière. L'entrée du mausolée avait bel et bien été forcée. Le cercueil d'Helena avait été déplacé, mais pas ouvert. Ça a rassuré tout le monde, sauf Florinda, la sœur d'Helena. Elle a insisté pour que Carl ouvre le cercueil pour qu'elle puisse s'assurer que personne n'avait touché à sa sœur, mais Carl a refusé. Le 1er octobre 1940, Florinda a appelé Carl pour qu'il la rejoigne au cimetière. Là-bas, elle a de nouveau supplié pour qu'il accepte d'ouvrir le cercueil d'Helena. Elle a mentionné qu'il y avait beaucoup de rumeurs en ville, surtout après qu'un adolescent du voisinage avait affirmé avoir aperçu Carl à travers la fenêtre de sa maison en train de danser avec une poupée grandeur nature. Oh, que je sais où ça s'en va. C'est là qu'on s'en va. En voyant que Carl n'acceptait pas la demande de Florinda, elle l'a menacé d'impliquer la police. Carl lui a alors dit que c'était une situation qui devait se régler en privé, fait qu'il a invité Florinda et son mari à se rendre chez lui pour continuer la conversation. Parce qu'il y avait aussi sa maison à lui, mais il voulait comme avoir accès à la maison quand même de la famille Oyos. Je sais qu'ils sont morts entre-temps de la tuberculose, la famille d'Helena. Parce qu'il a perdu sa job puis il allait supposément plus... au mausolée. Ouais. 2 ans après la mort d'Helena, il allait plus. OK. Donc là, Florinda et Mario se sont rendus chez Carl. Dès qu'ils sont arrivés, Carl n'a pas perdu une seconde puis il les a guidés vers la chambre à coucher. Mario est entré dans la pièce en premier puis il est resté figé sur place. Carl a ensuite demandé à Florinda de se rapprocher. Elle a avancé de quelques pas, puis elle s'est placée dans l'embrasure de la porte de la chambre puis elle a vu une scène troublante, mettons. C'est là que le trigger warning commence. C'est là que ça se passe, puis il va en avoir d'autres. Sur le lit se trouvait le corps immobile d'Helena. Elle était vêtue d'une robe de mariage en soie et portait plusieurs bijoux. Ses cheveux étaient drôlement coiffés, comme s'ils avaient été enlevés et recollés. Elle portait aussi un masque mortuaire, c'est-à-dire un moulage de son visage fait après sa mort par Carl. Mais voyons donc. Carl avait pris le temps de maquiller le masque mortuaire, là, puis elle portait du rouge à lèvres. Quand Florinda a vu ça, elle a dit « C'est pas ma sœur ». Carl aurait répondu « Regarde comme Helena repose paisiblement, habillée de soie, parée de bijoux. Elle ne pourrait être mieux nulle part ailleurs. » Florinda lui a ensuite demandé depuis combien de temps elle est ici, puis Carl a répondu « Depuis 7 ans ». Fait que ça faisait 7 ans que le corps mort d'Helena était dans la maison de Carl. Puis après 2 ans, elle est allée la voir dans son mausolée. Il a décidé que là, il était tanné, puis il a ramené le corps. Il l'a ramené à la maison. Puis je vais tout vous expliquer ce qui s'est passé durant ces 7 années-là aussi, là, puis qu'est-ce qui l'a poussé à sortir le corps. Fait que là, Florinda était en état de choc. Genre, tu peux pas accepter que c'est ta sœur qui est... Tu sais que t'as affaire C'est à une un poupée, méchant là. fou, là. Tu veux pas voir ça, là. Elle est pas dans un bon état. C'est ce que je veux dire. Florinda s'est mise à dire à son mari qu'il serait temps de retourner au cimetière pour vérifier qu'Helena est bel et bien dans son cercueil, parce qu'elle est en déni à ce stade-là. Puis là, Carl, dans son mémoire, il dit que Mario, le mari de Florinda, aurait dit « Je sais pas quoi faire avec elle, elle est folle.
Puis Carl a rajouté « Moi aussi, je pense, tu devrais lui apprendre un peu de bon sens. » Il n'y a jamais eu cette conversation entre Mario, le mari de Florinda, la sœur de Elena, là. Son mari n'a jamais dit que c'était Florinda la folle dans l'histoire, là. Non, c'est assez facile de C'est savoir Carl. c'est qui. C'est Carl qui invente. Fait qu'avant de quitter la maison de Carl, Florinda lui aurait dit quelque chose du genre « Tu serais mieux de replacer son corps dans son cercueil si c'est vraiment elle. » Puis Carl aurait répondu « Tu ne t'es jamais occupé d'elle pendant ces 9 dernières années. C'est moi qui ai pris soin d'elle tout ce temps. J'ai payé toutes ses dépenses, pas toi. Ce tombeau m'appartient ainsi que tout ce qu'il contient, pas à toi. » Le 5 octobre 1940, 2 shérifs se sont rendus à la maison de Carl puis ils l'ont placé en état d'arrestation. Le shérif est accompagné d'une voiture funéraire pour récupérer le corps d'Elena. Puis Carl a fait un maudit gros show de boucan quand il a vu que le corps d'Elena sortait de sa maison. Il avait peur de qu'est-ce que eux feraient au corps d'Elena. Mais il n'aurait jamais pu faire pire que ce que Carl lui a fait pendant ces 7 années. Donc, c'est là que je vais vous dire qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Donc là, gros avertissement, c'est très dégueulasse, troublant. Donc, Carl a recouvert la peau décomposée d'Elena avec de la soie, de la cire et du plâtre. Parce qu'elle ne veut pas la peau se décompose, là. Il a rempli son corps de chiffon pour qu'elle conserve sa forme. Il a utilisé du fil de piano et des cintres en métal pour relier ses os, fait que retenir son squelette. Il a remplacé ses yeux décomposés par des yeux en verre. À cause de la décomposition, Elena avait perdu ses cheveux. Carl lui a fabriqué une perruque avec ses vrais cheveux. Quand Elena était encore en vie, elle s'est fait couper les cheveux. Ils étaient très longs parce qu'elle s'est fait couper très court. Puis elle les a gardés en souvenir, ses cheveux longs. Puis Carl, il dit que c'est la mère d'Elena qui aurait donné les cheveux longs d'Elena après sa mort. Genre les cheveux qu'elle avait coupés, mais il les a volés, là. Puis il les a collés sur sa tête. Ce sont les médecins légistes Dr Julio et le Dr Foraker qui ont conduit un examen du corps. Mais c'était pas exactement une autopsie à ce moment-là parce que là, je veux dire, le corps a été très endommagé, fait qu'il n'est pas question de découvrir la cause de la mort, il la savait de toute manière. Et ils ont fait une découverte assez troublante, mais ils ont choisi de ne pas la divulguer. La découverte en question a été rendue publique grâce à l'émission Autopsie diffusée sur HBO en 1999. Fait que là, préparez-vous mentalement, c'est là que le trauma-avertissement pour agression sexuelle et nécrophilie embarque. M'en doutais. Dans un épisode d'autopsie sur l'histoire de Carl et Elena, le pathologiste judiciaire Dr Michael Barden a lu un extrait du rapport d'autopsie entre guillemets qui a été mis à jour en 1972. Ça dit, je cite, « J'ai trouvé un tube dans le vagin d'Elena assez large pour permettre un rapport sexuel. » Je ferme les guillemets. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui débattent à savoir si Carl aurait commis des actes nécrophiliques avec ce qui restait du corps d'Elena. La réponse est dans l'autopsie. Je cite, « Au fond de ce tube, il y avait du coton et après analyse, j'ai détecté la présence de sperme. » Le sperme, les traces de sperme, c'est vraiment pas long que ça reste, là, apparemment, de ce que j'ai lu. Fait que ça veut dire que Carl avait eu des rapports sexuels peu de temps avant que la police débarque chez eux. Donc, voici la version de Carl, de qu'est-ce qui s'est passé pour justifier ses actions. C'est quoi qu'il raconte qui est arrivé dans son beau petit mémoire. Donc, il dit, « Sur son lit de mort, Elena lui aurait dit ceci. « Si je dois mourir, tout ce que je peux te laisser, c'est mon corps. Je ne suis qu'une fille malade. Je ne peux pas t'épouser tant que je suis ainsi, mais tu prendras soin de mon corps après ma mort. » Quand Elena est morte, Carl passait toutes ses soirées dans le mausolée. Un soir, il aura entendu des bruits provenant du cercueil, comme des tapements et des craquements. Carl a posé sa tête sur le cercueil pour mieux percevoir le son, puis il dit qu'ensuite, il aura entendu la voix d'Elena. Dans son livre, il dit « J'ai entendu sa voix, très claire, douce, vivante. Tellement vivante que j'ai instinctivement regardé autour de moi, pensant qu'elle se tenait tout près. » Après cette soirée-là, Carl dit qu'il pouvait entendre Elena chanter dans son cercueil. Chaque soir, sa voix devenait de plus en plus claire et forte. Selon Carl, elle chantait une vieille chanson espagnole qui parlait d'un amoureux qui ouvrait la tombe de sa bien-aimée qui était décédée. Pauvre homme. Tu sais, Carl a aussi dit que la dépouille d'Elena le suppliait de la sortir du cercueil. Elle est morte, mon gars, elle dit rien. Il a fini par le faire en 1933, en avril 1933, presque 2 ans après la mort d'Elena. Carl s'est rendu au cimetière vers 20h, puis a discrètement ouvert le mausolée, sorti le cercueil, puis l'a transporté chez lui. Fait que là, il a traîné le cercueil, pas juste le corps, en fait. Le cercueil au complet. Voici un passage dans lequel il décrit le moment où il est sorti. Tout le cimetière était vivant d'âmes qui sortaient des tombes de tous les côtés, se déplaçant et affluant tout autour de nous. C'était véritablement comme une fête parmi les défunts qui s'élevaient de partout. Bon. Pour moi, c'était comme une grande marche nuptiale divine. Une fois chez lui, Carl a ouvert le cercueil puis a vu que le corps d'Elena était dans un état de décomposition avancé. Il a retiré les vers et les larves. Il a lavé son corps en entier avec de l'eau savonneuse puis a aspergé encore une fois son corps de formol.
Je vais vous lire un autre passage du livre. Avertissement, ce sera pas beau. J'ai embrassé ses lèvres sèches et j'ai soufflé profondément dans ses poumons jusqu'à ce que sa poitrine se soulève. Oh mon Dieu! J'ai sorti sa robe de mariée et couvri son corps avec soin. Je la drapais du voile de soie et ornais sa tête et ses cheveux d'une couronne dorée. Elle était si magnifique à présent que je ne pus résister. Sous l'emprise de ce sortilège merveilleux et frémissant d'un amour ardent, je m'inclinais doucement dans le cercueil auprès d'elle et je l'embrassais comme si elle était vivante. Oh. La douceur de cet instant était divine. Jamais je n'aurais imaginé qu'elle ait conservé un amour si pur et si intense pour moi après tant de temps passé dans la tombe. Était-ce possible? J'avais peine à le concevoir, à y croire, et pourtant, la preuve était là, irréfutable. La vie et la mort réunies face à face. Longtemps, nous restâmes allongés, en silence. Nous n'avons pas besoin de mots. Fait que ce que moi je conclus de ce segment-là, c'est qu'il y a eu une relation sexuelle avec le cadavre de Helena dans le cercueil. Dans le cercueil. Dans le cercueil. Il est monté dans le cercueil, cet amour ardent, je n'ai pu résister. Oh là là. Il l'a bécoté comme si elle était en vie, là. Ouais. Qu'il a dit, là. D'un corps décomposé de 2 ans. Donc après ça, il a fait le masque mortuaire pour pouvoir garder un souvenir permanent de son visage. Il a aussi fait des tests et il a déduit qu'Helena ne souffrait plus de la tuberculose, donc il était convaincu qu'il pouvait la ramener à la vie ou qu'elle était en train de revenir. Puis voici ce qui l'a convaincu en fait que Helena était en train de revenir à la vie, c'est qu'il a remarqué des mouvements respiratoires au niveau de la poitrine d'Helena. Puis en s'approchant, il a vu qu'il y avait du sang qui coulait de ses oreilles et du coin de ses yeux. Il a utilisé son stéthoscope puis il a remarqué qu'il n'y avait aucun battement cardiaque, mais il pouvait entendre un bruit de liquide, comme si du sang coulait dans ses veines. Il a examiné son corps en entier puis il a dit qu'il avait vu un écoulement de sang menstruel qui lui sortait d'entre ses jambes, évidemment. Puis Carl s'est dit, mais pourquoi aurait-il émis du sang sans aucune pression sanguine dans son système? C'est parce qu'un corps, à un moment donné, ça leak, là. Ça sointe, là. Je suis comme surpris qu'il y a encore du sang là-dedans. Ben, c'est ce qu'il dit encore une fois, là. Tu sais, c'est vrai, tu sais, s'il y a une relation sexuelle avec eux, ça se pourrait qu'il y a eu du sang. Ouais, mais près de 2 ans. Oui, ça finit qu'il n'y en a plus. Ça me surprend fortement, là, que ça s'est passé, là. Mais pour lui, il invente plein d'affaires depuis le début. Là, oui. Fait que le 23 juillet 1936, Carl avait l'intention d'annoncer aux médias qu'Helena était revenue à la vie après avoir vu ses doigts bouger. Mais il l'a pas fait. Dans son livre, il écrit « Elle se desséchait et avait progressivement perdu du poids, passant de 90 à 70 livres, puis 60, 50 et finalement 40 livres selon les pesées que je faisais de temps à autre. Tout le travail accompli jusqu'à présent avait pour but de ralentir et retarder la dégradation des tissus corporels. Un processus partiel de momification s'était installé. Ce n'était toutefois pas un obstacle à la résurrection. Durant les 7 années suivantes durant lesquelles le corps d'Helena était en possession de Carl, voici tout ce qu'il a fait avec le corps. Okay? Il la lavait et la parfumait fréquemment. Il plaçait de la lotion cicatrisante et des pansements stériles sur ses blessures, entre guillemets. Et il a dit « J'humidifiais ses bandages avec du formol afin d'enrayer toute décomposition supplémentaire. » Il changeait ses vêtements, il la maquillait, il la coiffait. Il lui achetait des bijoux et des vêtements régulièrement. Il lui emballait des cadeaux de Noël et pour ses anniversaires. Il lui jouait de l'orgue quand elle dormait, soit du Beethoven ou du Bach. Il la nourrissait et lui donnait à boire. Il lui faisait même boire du vin. Il la pesait fréquemment pour assurer qu'elle ne perde pas trop de poids. Dans son livre, il dit « Lorsque je lui donnais une trop grande quantité d'un certain type d'aliment, elle avait tendance à le rejeter. Alors, je changeais de formule le jour suivant. » Hey, ça devait sentir, là, imagine. Il parfumait. C'est pas du compost, là. Le parfum se faisait aller là. Après ça, il dit finalement, son corps s'est adapté à certaines quantités qu'elle parvenait à absorber. J'ai volontairement utilisé la méthode d'alimentation par gravité que je considérais comme la seule solution sûre. Grâce à cette méthode, le corps s'est notablement rétabli et elle a pris environ 20 livres. Mais c'est parce que ce que tu lui donnes à manger s'accumule dans le corps puis il décompose aussi. Ben là. oui, Tu sais, il n'est pas digéré. Ouais, il était loin dans son délire. Mais lui, il avait des bons problèmes de santé mentale, là, dans le fond. On va y venir. J'aimerais juste dire que ça, c'est quelque chose que drôlement, c'est jamais mentionné, mais Carl avait un colocataire qui s'appelait Frank. Frank! Il y avait aussi 13 chiens dans la maison. 13 chiens. Frank, je sais pas si ça lui dérangeait pas, je sais pas. Lors de son arrestation, Carl Tanzler a été accusé d'avoir délibérément et malicieusement déterré, défiguré et détruit une tombe. C'est tout. Tu sais, de nos jours, il y aurait eu pas mal plus d'accusations portées contre lui. Puis Carl raconte que durant son arrestation, un policier lui aurait dit, je cite,
Je vois qu'on t'a fait du tort. Tu n'es pas coupable au sens des accusations portées contre toi dans le dossier. Tu as construit le tombeau et l'as embelli à tes frais. Je suis désolée, mais nous devons te garder ici jusqu'à ce que l'affaire soit éclaircie devant le tribunal. Il dit que le policier était de son bord, mais laisse-moi te le dire que les policiers n'étaient pas de son bord. Carl a aussi été représenté par un avocat nommé Louis Harris qui a accepté de le défendre pro bono. Puis pro bono, ça signifie offrir des services juridiques gratuitement sans exiger d'honoraires, souvent dans un esprit de justice ou de service public. Le 10 octobre 1940, Carl a été convoqué au palais de justice pour une évaluation psychiatrique. Carl dit que les 3 médecins l'ont déclaré, entre guillemets, parfaitement sain d'esprit. Bon. Mais la réalité, c'est qu'ils ont conclu que Carl était dans un état limite, mais qu'il était assez sain d'esprit et mentalement apte pour subir son procès. Mais il n'y a eu aucun diagnostic de santé mentale, mais c'est quand même dans les années 40. Ouais. Donc, Ben oui, c'est ça. en tout cas. Et ce, même s'il avait déclaré la phrase suivante durant son évaluation, je cite, « J'avais même prévu d'utiliser un dirigeable pour emmener Elena haut dans la stratosphère afin que les radiations de l'espace puissent pénétrer ses tissus et redonner vie à son corps. » Eh ben. Mais il était sain d'esprit, c'est ça. Durant son procès, Carl a témoigné que le corps avait été maltraité par tous ceux impliqués dans son enterrement. Il a aussi expliqué comment il l'aurait soi-disant ressuscité. Des membres de la famille d'Elena ont fait leur possible pour témoigner qu'Elena n'avait pas de relation avec Carl, du moins pas comme il s'imaginait. Un cousin d'Elena affirmait qu'au moment de sa mort, elle détestait Carl. Il a déclaré au Tennessee Sun en 1940, je cite, « Elena est morte en haïssant celui qui prétendait la sauver. Elle aurait supplié qu'on la laisse tranquille, qu'on la laisse mourir. Elle a interdit à sa famille d'avertir Carl de sa mort tant qu'elle ne serait pas assez loin pour qu'il soit impossible de la ramener. » Ouf. Terrible. Ces dernières volontés, là, pas vraiment respectées. Hein? Non, ben, elle a Loin jamais de été là, hein. respectée de A à Z. Là, que Ouais. ton corps a été manipulé pendant des années. Là. Ça me fuck un peu. En tout cas, 2 hommes d'affaires nommés Benjamin Fernandez et Joseph Zorski ont payé la caution de 1 000 $ pour libérer Carl, ce qui voulait dire qu'il pourrait être chez lui en attendant le verdict du procès. Ces 2 hommes ont même écrit une lettre pour défendre Carl de ses actions en disant, je cite, « L'histoire nous montre que la plupart de nos plus grands scientifiques ont été injustement traités par la majorité, qui ne pouvaient ni suivre ni comprendre ces hommes assez courageux et brillants pour faire avancer le progrès du monde. » Carl, il connaissait même pas ces 2 hommes-là, là, mais Voir ils ont qu'ils pris ont sa part. payé pour le sortir de là. Hein? Il y a peut-être des acolytes là-dedans, là. Non, non, non. Non? Non. Au final, Carl a été acquitté parce que selon la loi en Floride à l'époque, le délai de prescription pour profanation de sépulture était seulement de 2 ans. Carl avait retiré le corps d'Elena du tombeau 7 ans auparavant. Donc, même s'il avait bel et bien commis un crime à ce moment-là, il n'existait plus de fondement légal pour le poursuivre. Ben non. Carl a demandé à ravoir le corps d'Elena, mais sa requête a été rejetée. La Cour a tout de même accepté qu'il lui rende le masque mortuaire puis les bijoux et les vêtements parce qu'il les avait achetés après la mort d'Elena. Le nom complet d'Elena a été inscrit sur le mausolée, mais elle a pu été placée là, je vais revenir. Voici la réaction de Carl quand il a appris qu'il ne verrait plus jamais Elena, sa dépouille. Il a dit « On m'a aussi informé que je ne reverrais plus Elena puisqu'elle n'était pas de ma famille. J'étais simplement un ami, rien de plus. On m'a dit qu'elle ne serait pas placée dans le mausolée, mais enterrée en terre par sa sœur. J'étais abasourdie. C'était injuste, monstrueux. Qu'on l'enterre de nouveau après tout le travail que j'ai accompli. Elena n'était rien pour moi alors qu'elle représentait tout pour moi. Depuis qu'on m'avait arraché Elena, je me sentais complètement perdue. » Les médias et le public étaient fascinés par cette histoire. C'était vraiment un cirque médiatique. Fait que ce qui est arrivé, qui est encore... Ça n'a pas de morale là-dedans, là. Mais avant d'être mis en terre, le corps d'Elena a été exposé au salon funéraire Ben. Dean Lopez à Key West et 6 850 personnes sont allées voir le corps. Oh. C'était la plus grande attraction de Key West à ce moment-là. Ça, c'est weird. Ça, là. Il y a des photos hein, du corps. Je suis tout allée voir ça, là. T'as déjà été voir? Oui, parce que j'étais trop... Ouais, je me questionnais. Ouais, c'est... Il y a le masque mortuaire, Le là. masque mortuaire, là, c'est la chose la plus terrifiante. là. Ouais, je suis encore en dilemme de savoir si je les publie sur les réseaux, ces photos-là, si je laisse juste des liens, je trouve ça... Parce que je trouve ça tellement pas correct, où je vais comme embrouiller, mais en même temps, c'est parce qu'il y a comme rien à voir. Elle est tellement petite, là. On dirait que le corps mesure 3 pieds, tellement que c'est petit, tellement qu'il l'a rabouté, genre... Ouf. Plusieurs souhaitaient que le corps d'Elena soit placé dans une vitrine et qu'elle devienne une attraction touristique pour toujours. Mais le corps Franchement. d'Elena a été démantelé puis placé dans un cercueil de 18 pouces, 45 cm, avant d'être enterré dans un endroit secret. Ah ouais, hein? Secret, j'espère, là. Ouais, il y a seulement 3 personnes qui seront au courant de l'emplacement des restes d'Elena, soit le chef de la police, Bienvide Perez, l'embaumeur Benjamin Sawyer et un employé du cimetière, Otto Bettel. Les 3 ont juré de ne jamais révéler l'emplacement exact de la tombe d'Elena. Mais Carl, il a pu se consoler
avec ses fans parce qu'une grande partie du public était du côté de Carl. Ils voyaient ça comme une Impossible. histoire romantique. Ils jugeaient que ce que Carl avait fait subir à Elena était une preuve d'amour excentrique, mais pas un crime. Des gens de partout aux États-Unis, de Cuba et du Canada se sont déplacés pour lui offrir des cadeaux, comme des fruits, du chocolat et du thé. Je peux pas croire qu'il y ait des gens de notre propre patrie qui s'en sont déplacés. Oui. Carl a fini par charger 25 sous par personne aux gens qui voulaient visiter la maison. Carl raconte dans son mémoire, les gens venaient me serrer la main pour me voir jouer de l'orgue, pour prendre des photos ou des films en technicolor. J'ai vu ça comme un hommage à ma chère Elena et cela me remplissait de fierté. Certains demandaient des fleurs, d'autres emportaient des petites pièces usagées de l'orgue. Des dames suppliaient pour obtenir un minuscule morceau de la robe de mariée d'Elena en souvenir. Même les coups et les vis de mon laboratoire étaient convoités. L'outrage et la notoriété de l'affaire ont fini par pousser Carl à quitter Key West le 14 avril 1941. Il est retourné à Zephyr Hills, où vivait encore sa sœur, sa femme Doris et sa fille Ayesha. Sa fille Clarissa est décédée en 1934. Puis, parenthèse, Carl y mentionne le décès de sa mère et de son père dans son livre, mais il n'y a aucune mention du décès de sa fille. Ah. Mais il mentionne aucunement sa femme et ses 2 enfants qu'il a eu dans sa vie dans son livre, là. Il n'existait pas. Lui, il voulait paraître comme le gars qui a attendu la femme de sa vie toute sa vie jusqu'à ce qu'il la rencontre C'est ça. quand il avait 53 ans. Mais pourtant, il a complètement passé à côté du décès de sa fille. C'est quand même sa fille, là, en tout cas. Étrangement, après le départ de Carl, le mausolée qu'il avait construit pour Elena a explosé seulement 4 heures après son départ de Key West. Le mausolée a été complètement détruit. Plusieurs soupçonnent qu'il a dissimulé une bombe à retardement, mais il n'y a aucune preuve officielle qui a pu confirmer cette théorie, mais le timing a laissé planer le doute. À Zephyr Hills, Carl arrondissait les fins de mois en vendant des cartes postales sur lesquelles il y avait des photos d'Elena. Mais le pire, c'est que, tu sais, toutes les informations là, que j'avais d'Elena, qu'elle chantait toutes, c'est pas Carl qui racontait dans son livre. Là. Il parlait même pas d'elle. Il parlait pas de sa famille. Il parlait pas de qu'est-ce qu'elle faisait, de qu'est-ce qu'elle aimait, de comment elle était quand il l'a connue. Il la connaissait pas, cette fille-là. Là. Il la connaissait pas. Il y avait juste une image d'elle, de ce qu'elle devrait être, puis c'était sa femme, puis c'était tout. C'est une vraie obsession. Une vraie obsession morbide, comme je dis au début. En 1947, Carl a publié son mémoire intitulé Le secret du tombeau d'Elena, paru dans le magazine Aventures fantastiques. Il a depuis été publié sous forme de livre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont placé sous surveillance plusieurs citoyens allemands et Carl n'y a pas échappé. On lui aurait même ordonné de retirer les roues sur un avion qu'il avait construit lui-même, qu'il avait nommé le Helena. En juillet 1952, un voisin de Carl nommé George Patterson a contacté la police pour aviser qu'il avait remarqué que le courrier de Carl s'empilait. Des policiers se sont rendus à la maison de Carl et ont découvert que son corps était en décomposition, était étendu sur le sol près de la porte d'entrée. À ce moment-là, il avait 75 ans. L'autopsie a révélé qu'il était mort depuis environ 3 semaines et tout près de son cadavre se trouvait une réplique grandeur nature en cire du corps d'Elena portant le masque mortuaire. Ben voyons donc. Tanné. Voici les dernières notes de son journal intime. La jalousie inhumaine m'a volé le corps de ma Elena, mais un bonheur divin coule en moi car elle a survécu à la mort. Pour toujours, elle est avec moi. Il est vrai que mes expériences pour ressusciter Elena ont été partiellement couronnées de succès. Trop souvent, mon travail a été interrompu et perturbé par des circonstances extérieures échappant à mon contrôle. Mais je n'abandonne pas. L'expérience précieuse que j'ai acquise me donne l'espoir que de nouveaux essais pourront réussir. Le corps d'Elena, c'est vrai, est maintenant enterré, mais son dernier souhait, que nous partageons, a été exaucé. Elle est avec moi pendant que j'écris ces lignes. Elle me conseille. Je sens même que c'est sa main qui guide la mienne. Donc là, techniquement, l'histoire elle se termine là, mais il y a une twist qui, avec du recul, devient assez évidente. C'est que c'est Carl qui aurait tué Elena. Pour avoir accès à elle pour toujours. Genre, plusieurs années après le décès de Carl, quelqu'un a racheté sa maison. C'est pas spécifié si c'était la maison à Zephyr Hills ou c'était la maison où il gardait Elena à Key West. Les gens qui ont acheté la maison ont fait des rénovations, puis en démolissant un mur, ils ont tombé sur ce qui semblait être une lettre de confession dans laquelle quelqu'un admettait un meurtre. Dans un article publié dans le magazine Detective Cases en 1983, écrit par William Michael Felder, on peut lire un extrait de cette lettre de confession. Elle est morte parce que je lui ai donné la mort avec miséricorde. J'ai mélangé de la racine d'aconite avec de l'aconite dilué. C'était agréable au goût et mon amour a quitté ce monde misérable le 25 octobre 1931. Ne souffre plus, douce Elena. J'étais envoyée vers les anges avec mon élixir doré. 70% d'eau distillée, 20% de copeaux d'or, un arôme fruité et juste assez de poison mortel pour provoquer une mort lente. L'aconite, ça provient de la plante Aconitum napellus et ça fait partie des plantes les plus toxiques qui existent. Quelques milligrammes suffisent pour provoquer une paralysie musculaire, des convulsions et un arrêt cardiaque. Puis on se rappelle qu'il parlait de épilepsie. Fait que sais-tu, dans le fond, as-tu vraiment fait des convulsions avant de mourir? Puis il a dit, je vais me baquer en disant épilepsie, genre.
Au Moyen-Âge, la conite était utilisée pour éliminer rapidement un ennemi, soit en induisant la pointe d'une flèche ou une lame de couteau. Puis là, pic, t'es mort. Même sans cette histoire de lettre de confession, plusieurs témoignages indiquent que Carl aurait tué Elena. Le chef de police, Bievindo Perez, a raconté que lors de son interrogatoire, Carl aurait dit « J'ai passé ma vie entière à errer sur cette terre à la recherche d'Elena. Il y a 50 ans, elle m'a apparu en vision et m'a promis de devenir ma femme. Maintenant que je l'ai trouvée, je suis prête à la tuer s'il le faut pour accomplir mon destin. » La sœur d'Elena, Florinda, a dit aussi dans une entrevue que Carl aurait menacé son père en disant « Il vaut mieux qu'il y ait un mariage avant Noël, sinon ce sera des funérailles. » Florinda a aussi raconté que dans la semaine avant la mort d'Elena, Carl avait persuadé Elena de prendre une dose double de ses toniques médicinaux qui avaient la couleur dorée. Dans le livre écrit par Carl, il y a un passage qui dit, je cite, « Un Cubain que je n'avais jamais vu auparavant s'est lancé dans un discours enflammé où il réclamait qu'on punisse la personne responsable de sa mort prématurée. Est-ce qu'il parlait de moi? Je n'en savais rien. À vrai dire, ça m'importait peu. » Fait que c'est comme scientifié. Pour moi, je suis certaine que c'est lui qui l'a tué pour vrai, genre. Mais est-ce qu'elle avait quand même la tuberculose? Là? Oui, elle avait vraiment la tuberculose. C'est qu'à un moment donné, Carl était conscient qu'elle voulait rien savoir de lui, mais il voulait pas l'accepter. Fait qu'il voulait aussi éviter qu'elle consulte d'autres médecins pour qu'elle guérisse, parce que si elle guérit, elle aura plus besoin de lui. C'est ça. Elle va vivre sa vie ailleurs. Puis il n'y aura plus d'excuses non plus pour la voir. Fait que la meilleure solution, c'est de la tuer puis de la garder pour lui. C'est ça. Oh mon Dieu, fait qu'elle aurait peut-être pu s'en sortir. J'en doute quand même, mais il a accéléré Ouais, la c'est cadence. ça, c'est... Tu sais, même sans la lettre de confession, les commentaires du cousin, les commentaires de Carl, les commentaires du chef de police, les commentaires de la sœur d'Elena. Ben moi, tu vois, au début de l'histoire, quand tu commençais à la raconter, c'est ça que je me disais. Qui l'avait tué. Ben, qu'il l'empoisonnait sûrement. Je pensais que ça s'en allait là, au début. Après ça, j'ai comme oublié ça parce que j'ai vu que ça partait en vrille vraiment vite. Ouais. J'aimerais connaître votre opinion. Ben, non, mais moi, je n'ai pas d'opinion. L'opinion, c'est ça, là. Ben, c'est quand même trash comme histoire. C'est, tu sais, l'évaluation, mettons, psychiatrique qui a été faite de lui, on s'entend que... Mais en même temps, c'est encore au début de la psychiatrie, Ouais, c'est là. ça. Tu sais. Moi, je me dis, c'est juste... Ce qui me choque là-dedans, c'est qu'il n'ait pas été emprisonné, rien. Il a été libre de chez libre. C'est fou, ça. Ça me met en tabarnak. C'est fou. J'étais sûre qu'il avait été emprisonné un peu. Il a même pas passé... Sa caution a été payée, tu sais. C'est quand même un outrage à un cadavre, mine de Mais rien. aujourd'hui, il aurait été accusé de pas mal plus de choses. Ben là. oui. Mais dans ce temps-là, mais c'est aussi la perception du public. Oui, il y avait du monde qui en revenait pas de ce qu'il avait fait, mais il y avait aussi du monde qui disait « Wow! C'est ça. Wow! Il l'a aimé même après sa mort! » Puis elle lui parlait. Tu sais, c'est aussi l'époque aussi spiritisme un peu. Puis on peut-tu parler aux morts? Fait que je pense qu'il a beaucoup embarqué là-dedans. Puis les visions, il les a jamais eu, les visions. Là. Il les a inventées pour justifier ses actes. Là. Il est complètement timbré, ce gars-là. Là. Sachant que, genre, elle le détestait, là, c'est tellement horrible. Là. Mais Ouais. tu sais, probablement ça- qu'il manquait des informations pas mal. Là. Oui, mais Puis- encore du gens qui pensaient il y a des pièces de théâtre là, Arc. pour reproduire ça. Là. C'est dégueulassant. Ouais. Le fait qu'il garde le masque, puis le fait qu'il est genre semi-momifié, là, c'est horrible, c'est Mais je pense que dégueu. sa plus grosse... il n'y a pas eu de sentence, comme on dit, mais sa plus grosse conséquence, ça a été quand ils ont retiré complètement son corps, son cadavre. Ouais. Il n'a jamais pu la revoir par la suite. Là. Et elle a jamais eu la paix, cette fille-là. Et puis dire que après ça, il a refait une petite poupée de cire, puis il a sacré le masque dessus. Ouais. Tu sais, j'ai même pas l'impression qu'il y avait des hallucinations non plus. Là. Je pense qu'il était tellement mythomane qu'il se faisait un tissu de mensonges pour prouver qu'il avait raison, que c'était vrai, mais il savait au fond de lui que c'était pas vrai, mais il se convainquait comme en même temps. C'est vraiment particulier. Il essaie d'endormir le monde avec ses affaires. Ouais, avec sa noblesse, puis héros de guerre, puis gna-gna-gna, puis... Oh non, c'est tout un personnage, Carl Tanzler, là, puis... Ouais, je trouve ça dommage aussi qu'il y a du monde qui pense que c'est une véritable histoire d'amour. Oui, troublante, parce que ce qu'elle a fait au cadavre, mais il n'y a eu aucune histoire d'amour. Cette pauvre femme-là, elle s'est faite harcelée par un docteur pendant ses derniers moments de vie, au point où elle le détestait. Par un docteur. Non, Un docteur. Non, c'était pas un docteur, Un effectivement. escroc. Un escroc. Puis qu'au final, pendant 7 ans, il a joué avec son corps dans des manières horribles. Il Puis a la détruit son famille, corps. là, Mais à ce stade-là, il était comme tout décédé de la tuberculose aussi. Fait que je pense qu'il y a juste pas mal Florinda qui était au courant. Une chance, les parents, man. Je dis une chance, tu sais. Mais en même temps, je dis une chance qu'elle était décédée aussi, là. J'ai l'impression que tu reposes pas en paix après ça. là. Non. Ouais.
À l'heure où la société ouvre enfin les yeux sur la violence faite aux femmes, en particulier celle perpétrée par des hommes en position de pouvoir, l'histoire de Maria Elena Milagro de Hoyos mérite d'être lue. Il n'a jamais été question d'un récit d'amour ni d'un drame romantique. Carl Tenzu n'était pas un homme épris d'une obsession poétique. Il était plutôt un homme en quête de contrôle absolu. Elena était jeune, malade, vulnérable et peut-être même tuée par celui qui se disait éperdument amoureux d'elle. Carl s'est approprié son corps, l'a volé, a effacé toute sa dignité et l'a réduite à un objet. Elena n'a jamais eu son mot à dire, ni de son vivant, ni après sa mort. Et pourtant, depuis près d'un siècle, c'est la voix de Carl Tenzu qui domine le récit. Ma plus grande source, ça a été son livre. Hein. On pense qu'on a évolué en tant que société, mais on a du chemin à faire parce que, comme je disais, il y a une pièce de théâtre qui a été faite sur l'histoire d'amour. À quel endroit, tu le sais-tu? À Key West. Arc! Ouais, puis il y a aussi des reproductions de poupées d'eux et du mausolée, etc. dans un musée. Mais je comprends, c'est une histoire tellement morbide. Il y en a plein là, de musées morbides avec des trucs de tueurs en série. Je comprends quand même, mais genre... Mais la pièce de théâtre, c'est dérangeant. Oui, puis c'est quand même récent, me semble. Ça fait pas 20 ans, là. Trouve-toi une vie, là. Ouais, faites donc autre chose. Ouais, Ou mettez vraiment l'axe sur le fait que c'était vraiment dégueulasse ce qu'il a fait, là. c'est Commencez ça. pas à faire croire au monde qu'il a vraiment eu ces visions-là puis qu'il était éperdument amoureux et Parle convaincu. pas d'une histoire d'amour, là. Non, C'était unidirectionnel, puis c'était du harcèlement. de l'acharnement. Ben oui, exactement. Et voilà, c'était l'histoire de Elena, Maria Elena et de Carl Tenzu. Puis c'est ça aussi qui est triste parce que, tu sais, les épisodes sur lui s'appelaient toujours Carl Tenzu ou la mariée momie. Ouais. Diminuez-la pas à ça, là. C'était une personne, là, puis... Déjà qu'il a enlevé son nom quand il l'a enterré la première fois, là, c'est assez. On haït Carl Tenzu, c'est ça le mot de la fin. Merde, je l'haïs. Ben merci, Joanne. J'avais jamais entendu celle-là. Non. Ah plus. ouais? Non. Ouais. Non. C'est quand même très populaire. Je la vois toujours popper faire Facebook qu'un gars aurait gardé le corps de sa femme. Ouais, c'est ça. C'est pas tellement ça. Ouais, hein. puis on voit une photo soit du corps ou genre de... Mais en tout cas, je vais publier des photos, mais je vais seulement laisser des liens, je pense, pour le corps dans la description de l'épisode parce que je me sens pas super bien de publier ça, tu sais. Je peux pas, je me sens pas à l'aise de publier ça. Je vais publier des photos du masque mortuaire, par contre, que Carl tient dans ses mains, qui a été publié dans les journaux aussi. Ouais, Il a été interviewé des années après ça, là. C'était comme une petite vedette, là. C'est comme le truc qui est arrivé à Key West, là. T'es un esti de profaneur de tombe. T'es un esti d'escroc, t'es un sale. T'es dégueu. Man, le monde, des fois, il vire sur le casse, là. Au cachot, hein? J'espère qu'il brûle. Cachot. Ouais. Ah oui. On va continuer avec les shout-outs. Alors, pour les shout-outs, j'ai Catherine avec un Y, Viviane, Myriam O, Stéphanie F, Stéphanie A. Merci beaucoup d'être abonné à Patreon. Thank you, girls. Vous êtes tous des reines. 100%. Merci de nous endurer. Et Félix, maintenant, le segment de disparition d'aujourd'hui. Donc, pour le segment de disparition, on a Pierre-Luc Savard, qui date du 14 mai 2025. La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Pierre-Luc Savard, 38 ans, de Québec. Il a été vu pour la dernière fois à Saint-Laurent, île d'Orléans, vers 10 h le 12 mai. Ses proches ont des raisons de crainte pour sa santé et sa sécurité. Donc, il mesure 5 pieds 5 pouces, pèse 170 livres, il a les cheveux bruns et les yeux bruns. Toute personne qui apercevrait Pierre-Luc Savard est priée de communiquer avec le 911. On va plier des photos et la fiche va être dans la description de l'épisode. Pour l'after show, ça va être une autre histoire qui se déroule en Italie où une personne, encore une fois, guide sa vie en fonction du paranormal, mais elle, c'est plus comme une malédiction qui lui aurait été donnée, ce qui pousse à prendre certaines décisions douteuses. OK, j'ai hâte. Douteuses. Alors, je peux rien vous dire encore une fois. Alors, on se retrouve sur Patreon. OK. Merci. Bye. Bye-bye.